Donc c'est commencé là, c'est ça? C'est ça. C'est pas grave, je vois Je le te laisse honneur. faire, hein, vas-y. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc avec Fabien Clavel, auteur sur des romans, des nouvelles Néphilim à l'origine et rôliste, qui a ajouté beaucoup de cordes à son arc au niveau littéraire et a maintenant une longue carrière littéraire derrière lui et de nombreux livres. Bonjour Fabien. Bonjour. Donc, j'ai parlé vite fait de Néphilim. Donc, comment en es-tu arrivé à écrire pour un univers de jeux de rôle, plus particulièrement Néphilim? Alors, en fait, moi j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. C'est-à-dire, je me disais quand même, un jour je serais bien écrivain quand j'étais petit, et j'attendais l'occasion. Et en fait, l'occasion s'est présentée quand j'ai découvert le jeu de rôle. Et je l'ai Ah oui, découvert donc avec Isabelle Perrier et Éric Paris, qui avaient déjà écrit les Héritiers à l'époque, et qui un soir, on était tous des cagneux, hein, on était tous en études de lettres et tout, et ah oui. vers la fin de nos études de lettres, on s'était tous réunis à un endroit l'été pour décompresser un peu, et Isabelle nous a dit, vous allez voir ce soir, on va vous faire une petite surprise et tout, et ça a été notre première partie de jeu de rôle dans l'univers des Héritiers. D'accord. Donc Et les héritiers existaient on parle de quelle époque? Parce que les héritiers sont sortis alors ça, récemment. c'était donc, j'y réfléchis beaucoup, j'ai un peu de mal à refaire la chronologie, mais je dirais que c'est en 1999-2000, donc il y a une D'accord. vingtaine d'années, quoi. Et le roman était, le roman, pardon, non, le jeu était déjà très abouti. Ok. C'était Eric qui l'avait commencé, et Isabelle s'était mise dedans. Et en fait, évidemment, j'ai vu ça, j'ai dit mais le jeu de rôle c'est génial, quoi. Je vais faire ça toute ma vie. Et en même temps, j'ai gardé à l'esprit en me disant, mais c'est peut-être l'occasion d'écrire un livre. Parce que j'avais commencé à écrire des romans, mais il y a toujours quand tu commences, enfin, il y a des gens qui sont assurés que tout le monde va les lire. Moi, je me disais, mais ce que j'écris, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Ah, Et là, le ce qui était syndrome de cool, c'est que, l'imposteur. ouais, c'est même pas ça. Même si moi je trouve ça formidable, hein, ce qui était déjà pas gagné, est-ce que ça va même juste intéresser quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va l'ouvrir pour jeter un coup d'œil? Et je me suis dit, bah, si j'écris dans l'univers des héritiers, j'aurai au moins deux personnes, les créateurs de l'univers, qui vont le lire et que En effet. c'est susceptible d'intéresser. Et du coup, ça m'a détendu et je me suis lancé et j'ai rédigé ce premier roman dans l'univers des héritiers en 2001. Ok. Je l'ai fini en septembre 2001. J'avais encore le manuscrit et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que Isabelle travaillait déjà pour Néphilim chez Multisim. Elle avait bossé sur Agon aussi. Mhm. Et elle m'a dit, écoute, tu devrais proposer le roman chez Mnemos. Donc je suis allé chez Mnemos, j'ai rencontré Célia Chazelle, qui était éditrice là à l'époque, Alors, qui a pour lu le... rappel, à ceux qui nous écoutent, juste, Nemos, c'est la maison d'édition qui est issue de Muslicim et qui s'est dédiée à l'édition de livres et de littérature. Voilà, Là où Multisim était dédié aux jeux. c'est ça. Et du coup, à l'époque, ils n'avaient pas encore beaucoup fait le lien entre leurs univers de jeux de rôle d'un côté et les romans qu'ils publiaient. Alors que Mm. c'était un peu l'idée de départ, mais ils avaient commencé sur des romans originaux, on va dire, et des univers originaux. Et du coup, donc je l'ai présenté à Célia Chazelle, qui m'a dit, c'est très bien, mais là, on a beaucoup de nouveaux auteurs qu'on a lancés. On voudrait faire un truc un peu plus prudent. Euh, on va garder ça pour plus tard. Mais si tu as envie, tu peux écrire sur un autre univers de jeu de rôle, parce que nous, on en a, ça fait partie des projets qu'on voudrait développer. Et du coup, elle m'a dit, voilà, si tu es intéressé par Néphilim, vas-y. Alors, je connaissais pas du tout Néphilim. Je vais être franc, je savais qu'Isabelle bossait Voilà. dessus, mais j'avais pas joué. Et du coup, en fait, j'ai commencé à écrire sans jamais avoir joué à Néphilim. C'est-à-dire que j'ai pris le bouquin de base Mhm. et je l'ai pris comme un Alors à guide, l'époque, en fait. c'était la troisième édition de Néphilim, C'était, ouais, Révélation. l'édition, donc c'était Révélation, je crois. Et Ouais, deux gros bouquins d'un million de signes chacun, assez c'est bien ça. dense, Mais qui bon, résumait un voilà. background déjà très 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 touffu. Donc, Et Isabelle c'est et Eric a bossé dessus, donc ils avaient bossé, je sais plus, sur les Bohémiens, il me semble, ils avaient bossé sur la magie notamment. Enfin, moi j'avais suivi leurs travaux en cours de route. Et d'accord. du coup, voilà, j'ai pris le bouquin à bras le corps comme de la documentation normale, quoi.
tu vois, comme quand tu prendrais le guide d'une ville où tu n'es jamais allé pour la faire figurer dans un livre. Et j'ai construit mon roman, enfin mon cycle, puisqu'il y en a eu 4, à partir de là. Et ça a été mes premières publications. Voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Ça, je crois qu'il y a eu des nouvelles dans Casus Belli aussi. Soma. Alors, il y a eu Soma Abscondita, il y a eu un scénario dans Casus Belli, où j'avais bossé avec Sébastien Sellerin, qui a toujours été. Enfin, à chaque fois que j'ai travaillé un peu sur du jeu de rôle, il y avait Sébastien Sellerin qui traînait pas loin et qui est toujours. Tu vois, c'est une espèce de divinité bienveillante qui regarde, qui te donne 2-3 conseils hyper utiles, l'air de rien. Et qui repart tranquillement, tu vois, et tu dis ah mais c'est génial ce qu'il m'a dit, voilà. Et donc souvent je l'ai recroisé. J'ai la même expérience avec Seb Sellerin. Ouais, voilà, tu vois, j'ai travaillé pour les deux stages. Voilà, il lâche un peu de sagesse comme ça en passant, mais tranquille, je sais jamais, je vais te dire un truc super important, c'est si tu faisais comme ça, pourquoi pas? Et tu fais ah mais oui, c'est une excellente solution. Ouais, donc voilà, et du coup après j'ai écrit un peu pour Néphilim. C'est là que j'ai rencontré Florent Cotla qui était aux Héritiers de Babel et avec qui on a bossé ensuite sur une mini-campagne sur les Archaïmes, puisque c'était une des grandes nouveautés de l'édition. Et donc on a fait les Atlantéides, je peux le montrer, je l'ai sorti tout à l'heure. Alors il y a des reflets, hein, parce que c'est... voilà, mais aujourd'hui c'est quasiment introuvable ce truc. Oui, il est assez... Les Néphilim 3 est une gamme qui est assez difficile à trouver d'occasion. Alors moi j'en ai plein, mais enfin, venez pas chez moi, hein, j'en ai plein. C'est un pied de biche, tu as une adresse. Mais voilà, donc on a bossé là-dessus, ça m'a permis de faire la connaissance de Florent, qui est resté un ami depuis, quoi. Donc pareil, ça fait 20 ans. Et puis voilà, et les héritiers, et le jeu et le roman sont restés dans les tiroirs pendant une vingtaine d'années en fait. Ouais. Parce que la sortie donc des héritiers c'est récent, c'était un Kickstarter qui a eu du succès. Oui. Donc, tu peux nous parler de l'univers déjà des héritiers? Alors oui, effectivement tout le monde connaît Néphilim maintenant, qui a une ancienneté, c'est un peu pas le doyen des jeux de rôle français, mais enfin il commence à avoir une vraie place au panthéon des jeux français. L'an prochain il aura 30 ans. Ouais, c'est ça. Et là j'ai pris un coup de vieux. Moi, c'est ça. Donc voilà, donc c'est un jeu qui a une... Alors les héritiers, c'est à la fois très vieux et tout neuf, puisque donc effectivement ça date d'il y a 20 ans. Le principe des héritiers, en fait, c'est qu'on est en gros en 1900. Les fées sont parmi nous, mais elles se cachent, parce que les chrétiens notamment n'aiment pas les fées, puis les humains en général sont quand même assez méfiants vis-à-vis de toutes ces créatures-là, et donc elles ont développé au fil du temps un pouvoir qui les fait d'elles des faux semblants, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre des traits humains. Et elles peuvent se démasquer à d'autres moments, etc. Et donc voilà, il y a toute une monarchie qui vit dans l'ombre, qui gère le secret autour de l'existence des fées pour éviter qu'il y ait des problèmes. Mais parmi ces faux semblants, il y a quelques fées qui commencent à faire des rêves, à être poursuivies par des cauchemars la nuit. Et dans ces rêves, il se passe toujours la même chose. Ces fées voient un champ de bataille assez terrible, des gens dans la boue, des tranchées, des gens qui s'étripent. Et dans le ciel, souvent, il y a un énorme dragon qui apparaît et qui n'a pas l'air sympa. Et en général, c'est là que les héritiers, puisque c'est eux les héritiers, se réveillent avec ces mots, c'est en 1914, tout s'achève, je suis un héritier. Et ensuite, débrouille-toi avec ça. Et donc, évidemment, ce qu'on va jouer, c'est se demander qu'est-ce que c'est qu'un héritier, qu'est-ce qui se passe en 1914. Alors nous, on a une petite idée quand même, mais eux, pas du tout. Voilà, utiliser nos pouvoirs. Ensuite, il y a des factions dans tous les sens, parce que c'est un univers qui est très très riche. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Donc on peut jouer des fées. Quand on dit des fées, c'est pas juste des petites ailes de libellule et on fait 10 cm, c'est pas la fée clochette, on joue des vampires, des loups-garous, des sylves, des elfes, et même plein d'autres créatures. Il y a des êtres féeriques modernes. Parce qu'une des originalités de cet univers, c'est que il y a une espèce de darwinisme des fées, au sens où les fées connaissent l'évolution. Donc au fil du temps, il y a des nouvelles fées qui sont apparues. Donc il y a la fée électricité, par exemple, qui existe. On peut jouer une fée électricité. Il y a des fleurs de métal, qui incarnent aussi la révolution industrielle. Il y a le smog, qui est une espèce d'incarnation de la pollution.
Donc évidemment, quand tu joues un smog, tu sens très très mauvais assez facilement. Donc, et puis les fées traditionnelles, t'aimes pas trop parce que pour elle, il y a une espèce de racisme au sein des fées, tu sais, entre les anciennes Ouais. et les nouvelles. Enfin voilà, c'est un univers qui est rempli de tensions internes et tout ça, C'est qui est très super riche, ouais. intéressant. Ah ouais, c'est super riche, mais c'est super intéressant à jouer, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut évoquer aussi tout le reste de ce que tu as écrit, puisque Oui. Néphilim et les héritiers, c'est le pied à l'étrier, mais tu as une notice bibliographique qui est longue comme un jour sans pain. Donc, Bah, en j'ai fait, vu que tu as voilà. écrit de l'arthurien, de la SF. Oui, 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 j'ai écrit plein de trucs. Bah, tout ce que j'aime, en fait. C'est-à-dire, en gros, bah, j'ai deux jalons. J'ai donc 2001, c'est 2002 plutôt, c'est les premiers romans Néphilim. Et 2021, pour l'instant, c'est la sortie des Héritiers. Entre ces deux romans adaptés d'univers de jeux de rôle, effectivement, j'en ai profité pour écrire dans des tas de trucs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les réécritures, c'est-à-dire me replonger dans un univers déjà connu et puis le re-raconter un peu à ma sauce. Et donc, effectivement, avec l'apprenti de Merlin, j'ai écrit sur le monde arthurien. J'ai écrit sur la mythologie grecque beaucoup, parce que ça fait partie de ma formation aussi De Cagneux. universitaire. Voilà, de Cagneux, effectivement. C'est là que j'ai rencontré Isabelle, et qui était aussi en lettres classiques. Et donc, ouais, voilà, j'ai d'abord écrit pour les adultes, avec une volonté vraiment, moi j'aime tous les genres de l'imaginaire, en fait. J'ai envie de tout faire. Donc, il suffit que je vois un film de vampire ou de lire un roman de vampire, je me dis, ah, mais il faut que je fasse un roman de vampire. Donc c'est assez terrible, puisqu'à chaque fois je me dis, ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Donc j'ai une liste de projets absolument démentiels. Mais l'idée, c'est au fur et à mesure, tu vois, de taper dans tous les genres de l'imaginaire, tous les sous-genres, voilà, de la high fantasy, de la low fantasy, de la fantasy humoristique, des histoires de robots géants, si je peux un jour. Voilà, donc j'ai fait un peu de tout ça. Et ensuite, à partir de 2007, j'ai aussi écrit pour la jeunesse, ce qui a changé un tout petit peu ma manière d'écrire, mais j'ai continué à avoir ce même programme. Et ensuite, je me suis dit qu'il y avait peut-être un risque de dispersion. Ok. En changeant d'univers, je voulais éviter la répétition, c'est-à-dire de faire toujours la même chose. Mhm. Et Quand tu parles j'ai d'univers, tu parles de passer de l'adulte aux jeunesse? Même pas seulement, non, non, vraiment en changeant, c'est-à-dire, tu vois, un moment je faisais une uchronie romaine et juste après je faisais un roman de space opéra, par exemple. Ok. Et, et donc je me suis dit, voilà, ça me permet de pas trop me répéter, parce qu'on a quand même tendance soi-même à se répéter, à refaire toujours un peu les mêmes choses, mais en changeant, en reprenant des codes différents et tout, ça permet quand même De de se varier. faire plaisir. Moi, c'est ce que j'aime, j'aime varier et tout ça, passer d'un univers à l'autre. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, si jamais il y a quelqu'un parmi les gens qui ont lu mes livres qui se dit, je lirais bien d'autres romans de Fabien Clavel, on peut rêver, hein, mais voilà, donc je me suis dit, il faut que cette personne-là, même s'il n'y en a qu'une, elle se dise, je vais y trouver mon compte d'une manière ou d'une autre, je vais trouver un lien. Et donc petit à petit, j'ai pratiqué un truc qui se faisait déjà beaucoup au 19e siècle, hein, dont Balzac est censé être l'inventeur, c'est le retour de personnages. Et donc à partir d'une dizaine de romans, j'ai commencé vraiment à tout relier. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a quasiment aucun de mes romans qui est complètement isolé. Il y a toujours un lien, un personnage qui revient. C'est le même monde, mais beaucoup plus tard, où il s'est passé tel truc entre-temps qui fait que ça a changé. Et ça, c'est un vrai, vrai plaisir. Alors, Ah je pense oui. qu'il y a peu de gens qui en profitent, parce faudrait avoir Euh, tout lu. Mais moi, je alors m'éclate à le faire. je l'ai découvert et j'en ai profité, non pas avec toi malheureusement, Mhm. mais Ah, avec Roland C. Wagner oui. qui avait fait ça. C'est pas forcément très connu, mais en fait la grande majorité de ses romans en fait se déroulent dans la même chronologie. Mhm. Parfois beaucoup plus tard, parfois un peu avant. Il y a un événement, il y a un événement maître. Mhm. Ces romans de jeunesse se passent pendant, il y a des romans qui se passent après, qui se passent avant, et d'autres qui se passent beaucoup plus tard sur des D'accord. conséquences très lointaines. Et c'était, en tant que lecteur, quand je m'en suis aperçu, parce qu'au début je me suis dit, tiens, je vais me lire un autre roman de Roland Wagner parce que c'était Mhm. chouette. J'ai découvert en fait que tout était relié, et là j'ai commencé à vouloir tout lire. Et alors j'ai dû rechercher des vieux fleuves noirs anticipation
Ouais, c'est ça. Pour lire les romans de jeunesse, c'était la galère. Ils ont été réédités depuis, mais à l'époque, il fallait les trouver. Alors, c'est un plan marketing aussi, hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu es tombé dedans, si tu veux tous les lire, tu es obligé de tout acheter. Et là, moi, c'est la fortune commence. Mais c'est un vrai, effectivement, pour le lecteur qui le découvre, ce genre de démarche c'est un vrai plaisir à découvrir. Ensuite, de démêler la pelote et d'être comme quelqu'un qui résout des énigmes les unes après les autres Ouais, à la recherche d'une clé. En tant que lecteur, moi, ce que j'ai éprouvé, c'est que tu as l'impression d'un seul coup qu'il y a une deuxième dimension que tu ignorais complètement qui s'ouvre à toi avec le même livre. Et tu te dis, mais je pourrais le lire complètement différemment. Et ça, c'est le genre de truc que j'aime. Donc, j'essaye de reproduire ce plaisir pour les quelques lecteurs que ça pourrait intéresser. Déjà parce que ça me fait plaisir. Et en plus, je me dis, ça permet de tout garder ensemble. Et quand j'ai la chance d'avoir une réédition, je travaille pour resserrer encore les liens s'ils étaient trop lâches à mon goût. Voilà, justement, comme tu parles de réédition, donc l'Hepta a été réédité il n'y a pas super longtemps, une magnifique intégrale chez Mnemos. Oui. Tu l'as retravaillé. Donc, si un lecteur a envie de découvrir, parce que comme c'est tes premiers romans, si un lecteur a envie de découvrir Fabien Clavel, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée à ton méta-univers aussi? Et oui, tout à fait. Celui qui lirait ça, est-ce que tu conseillerais, quelqu'un qui voudrait découvrir, qu'est-ce que tu conseillerais comme roman de ta bibliographie? Bah écoute, en fait, ça dépend de ce que les gens cherchent, en fait, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, l'intégrale Néphilim qui s'appelle l'Hepta, pour moi, c'est un peu l'édition définitive. C'est-à-dire que tu peux la montrer, je sais que tu l'as sur ton bureau. Exhibe-la. Elle est là, je la montre. C'est un pavé. Alors oui, c'est un gros pavé. C'était 4 romans au départ avec des novellas rajoutés pour faire du lien et tout. Mais donc là, oui, je l'ai beaucoup retravaillé. C'est donc la 3e réédition. Et du coup, je l'avais déjà retravaillé une première fois. Je l'ai retravaillé de nouveau pour cette édition. Et j'ai pu avoir un titre qui est pour moi vraiment le titre définitif. Ça parle de l'Hepta, donc on peut le mettre. Avant, c'était des titres qui m'avaient été proposés. J'avais pas réfléchi vraiment. Voilà, c'était les déchus. Et c'est surtout les déchus. Attends, les héritiers, peut-être le second, non? L'éveil. C'était l'éveil. Et voilà, donc et là j'ai vraiment pu tout relier, tout mettre, rajouter d'autres textes qui étaient inédits ou qui étaient passés un peu inaperçus parce que c'était dans des petites maisons et tout ça. Voilà, donc oui, ça peut être une bonne entrée. Alors sympa, ça parle de quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas Alors l'Hepta, en fait, c'est une fraternité de Néphilim, c'est-à-dire les Néphilim, donc sont des créatures magiques qui, suite à une espèce de blessure magique, sont obligées de s'incarner dans des êtres humains pour survivre, sinon elles se dissipent. Donc ce sont à la fois des créatures millénaires et magiques extrêmement puissantes, mais en même temps, elles sont obligées de s'incarner dans des êtres humains avec qui le rapport n'est pas toujours au beau fixe. Elles peuvent se faire virer de l'être humain. Si l'être humain meurt, c'est en même temps un traumatisme. Donc c'est un rapport extrêmement complexe. Et puis ils se retrouvent à vivre les vies de gens voilà, comme toi et moi qui doivent vivre leur vie parce que sinon ils se font repérer. Il y a des arcades mineurs qui surveillent et qui essayent de se débarrasser des Néphilim. Donc voilà, ils sont très très contraints malgré leur puissance. Donc ça fait partie des trucs qui me plaisaient beaucoup. Et donc quand j'ai commencé à écrire, je voulais raconter l'histoire d'une fraternité de Néphilim, donc des Néphilim qui en gros s'associent à travers le temps pour se protéger, s'entraider, etc. Et donc ça commence de nos jours environ. Et cette fraternité s'est séparée. Elle s'est séparée parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Il s'est passé quelque chose. Enfin, il y en a un d'entre eux qui a reçu une blessure magique, mais d'un genre différent, qu'on appelle le Kaiba, qui est un truc extrêmement grave pour les Néphilim. C'est une espèce de cancer magique, si on veut. Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et souvent, on n'a pas vraiment moyen de le soigner. Donc ils se sont séparés. Et comme c'était au moment de la 3e édition, ils vont croiser une jeune fille une jeune femme qui comprend pas trop ce qui lui arrive, qui a des espèces de visions, qui développe des pouvoirs magiques et tout, et qui va comprendre que c'est une archaïme, donc des espèces de jeunes créatures magiques qui viennent d'apparaître. Et elle va se retrouver donc à être prise, parce qu'elle aussi elle est surveillée, hein, donc elle va devoir avoir besoin de l'aide de cette fraternité. Et en gros, la narration va suivre 4 villes européennes et à chaque fois on va présenter une partie de cette fraternité et dans la dernière partie ils sont enfin réunis pour affronter les méchants. Ouais.
Je précise pour ceux qui nous écoutent et qui auraient acheté Multisim, Nephilim Legend, que la branche des Archaïm n'est pas présentée, à ma connaissance, dans cette branche, puisque ça reprend la première édition essentiellement. Donc, que l'Hepta et le roman est probablement votre seul moyen de connaître les Archaïm et de les rajouter dans votre campagne, ce qui peut faire une surprise assez excellente à vos joueurs, puisque ce sont des humains qui développent des pouvoirs de Nephilim, plus ou moins la glorieuse union en fait entre un Nephilim et un humain. Donc c'est un peu les Jones des signes du zodiaque. Voilà. Et c'est un peu les jeunes anarchistes de Nephilim, puisque les Nephilim sont vieux et sont engoncés dans leur tradition. Les humains veulent les buter et finalement, sous prétexte que ce sont des créatures magiques qui s'incarnent dans les humains ou pour leur piquer leur pouvoir. Et les Archaïm, en fait, c'est un truc nouveau qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles dans l'univers de Nephilim et apporte beaucoup de nouveautés, en fait. C'est une bonne lecture pour ajouter à votre Nephilim légende. Parce que si les suppléments qui traitent de ça vont être difficiles à trouver, par contre. Ah, il y en a un qui traîne, qui était très bien, dont je me suis servi d'ailleurs pour écrire le roman, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils doivent être difficilement accessibles. Mais peut-être que là, comme il y a plusieurs saisons pour Nephilim, peut-être que ça reviendra. Je ne sais pas du tout s'ils comptent faire revenir les Archaïm. Je ne suis pas sûr. Je sais pas. Ils ont fait la saison 2, on n'a pas entendu parler d'une saison 3. Il faut dire qu'absorber le contenu des deux premières saisons, c'est déjà massif quand même. Moi, j'ai que la première et déjà, j'ai pas encore tout fini. C'est un beau bébé. Bon, ça reprend beaucoup de textes aussi qui étaient déjà publiés, de mise en place et tout. Mais enrichi et nettoyé, donc c'est très impressionnant comme travail. Maintenant qu'on a parlé de ta production littéraire et entre autres liée au jeu de rôle, parlons de ta carrière de rôliste. Parce que tu nous as dit que tu ne jouais pas au jeu de rôle et que tu as commencé par écrire. Il y a eu cette séance d'initiation avec Isabelle. Et maintenant, quel est ton parcours de rôliste? À quoi as-tu joué? À quoi aimes-tu jouer? À quoi joueras-tu? Alors mon parcours de rôliste, il est un petit peu chaotique et un peu atypique parce qu'effectivement, j'ai très peu joué en campagne. J'ai beaucoup joué sur des scénarios stand-alone, notamment avec Isabelle et Eric, qui m'ont fait découvrir des tas d'univers. Donc j'ai joué à Agon, que j'ai beaucoup aimé. J'ai joué à Vampire, j'ai joué à Cthulhu, j'ai joué à Feng Shui, j'ai joué à L5R. On a fait un scénario Métabaron aussi. Enfin, il y en a pas mal, j'en oublie sûrement, hein, mais on a joué vraiment à plein de trucs différents. Mais à chaque fois, par exemple, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Bon, on va sortir les torches et les fourches. Je suis un snob. Je suis un snob, donc non, c'est pas pour moi, c'est trop. Tu es de l'école Multisim, il y a une réputation. C'est ça, voilà. Donc je me suis resté dans cette optique-là. Non, mais j'ai pas eu l'occasion en fait. Et donc pendant très longtemps, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et après, quelques années après, je me suis retrouvé à rejoindre. Alors c'est parce que à cause de Xavier Séné, qui bossait chez. On s'est rencontrés parce qu'on travaillait, alors pour Multisim, mais c'était l'époque de Casus Belli. Alors c'était, je sais plus quelle version de Casus Belli, parce que là, pareil, c'est un phénix qui renaît de ses cendres en permanence. Ouais, ça doit être la version Multisim, donc la deuxième. Je crois que c'était la deuxième. La deuxième incarnation. On travaillait ensemble, il y avait des réunions de rédaction, donc on avait sympathisé. Et du coup, il m'a dit, j'ai une place dans mon groupe de joueurs, quoi. Et donc, je les ai rejoints. Alors là, je m'en suis rendu compte après, je suis passé d'un groupe de cagneux à un groupe de chartistes. Donc, je n'étais pas trop perdu, mais j'ai mis du temps, puisque au niveau des conversations, parfois, tu avais des trucs un peu étranges, tu sais. Ils disaient, voilà, on va faire, je sais plus, il y a un moment qui m'avait fait beaucoup rire, parce qu'on devait faire donc on a joué à Warhammer, hein, je précise quand même, hein, j'ai rejoint une campagne Warhammer, qui a duré 1 an, et puis après j'ai dû partir. Et je me souviens, à un moment, il fallait faire un rituel pour ouvrir une tombe ou un truc comme ça. Et l'un des joueurs a sorti une circumambulation ou alors une cérémonie déambulatoire, enfin un truc très très précis qui pour lui était vraiment évident, tu vois. Il avait l'impression de dire un truc classique, on n'a qu'à faire ça. Tu sais, genre, on n'a qu'à aller faire les courses et tout. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, on n'est pas complètement avec des gens normaux, quoi.
Alors, Donc ça m'a précise fait qu'il y a un beau. chartiste, parce que j'avoue que Alors, c'est je t'ai l'école pas des Chartes. interrompu, mais je ne sais pas ce que c'est. Excuse-moi, oui, oui, pardon, effectivement, je continue dans le snobisme. L'école des Chartes, en fait, c'est une école, c'est une des grandes écoles françaises, qui est un peu moins connue que d'autres, mais en fait, c'est des gens qui sont des conservateurs, des bibliothécaires, tu vois. D'accord. Ok, D'ailleurs, ils oui, bossent tous effectivement. quasiment aujourd'hui en bibliothèque, ou d'ailleurs à la conservation pour certains d'entre eux. Ok. Donc voilà, donc j'ai rejoint ce groupe. Donc là encore une fois, j'ai repris un personnage qui n'était pas le mien, j'ai repris le personnage de quelqu'un d'autre. On a joué pendant 1 an, après je suis parti à l'étranger, donc j'ai dû arrêter. Et donc pendant 4 ans, j'ai pas joué. Et quand je suis revenu, j'ai retrouvé Isabelle. J'ai continué, j'ai un peu moins joué pendant ces années-là. Et là récemment, on a repris avec le groupe. Notamment pour montrer un peu à nos conjoints qui n'étaient pas encore habitués à tout ça. Et voilà. Et là, on a joué à plutôt des kits d'initiation. C'était assez rigolo. Moi, de mon côté, j'ai joué à Desstart pour faire jouer toute la famille, quoi, mon Ouais. frangin, ma mère aussi, qui a découvert le jeu de rôle à 70 ans. Donc En as-tu fait des rôlistes? Alors, non, j'en ai pas fait des rôlistes, mais en tout cas, ça leur a bien plu. On s'est bien amusé. Donc, Desstart, c'était un bon truc. J'ai ma fille qui commence à grandir aussi, et j'aimerais bien faire du jeu de rôle avec elle. Et voilà, on le disait tout à l'heure avant qu'on commence l'émission. Enfin, quoique, on était peut-être déjà en live sans le savoir. En live depuis une On demi-heure. aura la surprise. Mais que j'avais utilisé Château Aventure, qui est normalement un jeu de société, mais j'ai très légèrement détourné pour en faire du jeu de rôle avec ma gamine, parce que t'as pas besoin de savoir lire. Et les scénarios sont super. Et Elle a quel âge 12 niveaux. pour, Elle a 8 ans maintenant, mais on a fait ça, elle avait 5-6 ans. Ok. Est-ce qu'elle aime bien Mon Petit Poney? Parce qu'il y a une boîte d'initiation qui a eu Non, beaucoup de pas succès trop, elle là-dessus. est pas trop mon petit Ok. poney. Elle est très Harry Potter en ce moment. Donc, Très Harry Potter. Ah bah ça, il y a de ouais, quoi ouais. faire aussi. Oui, oui, non, ça, il y a de quoi faire. Il y avait, Il doit y avoir 12 jeux de rôle amateurs qui traitent du sujet, ouais, au mais moins. c'est ça qui m'avait donné envie. J'étais allé à une convention comme ça, et c'était, alors, Denis, son nom de famille m'échappe, mais Denis un Beck, certain Denis qui avait bossé sur un Denis Hamon, voilà, j'ai son nom de Denis. famille qui me revient, qui m'avait fait jouer comme ça en une demi-heure à un jeu. On avait fait un tout petit truc Harry Potter, super sympa, qui était entièrement écrit, Même enfin Donjons et entièrement Dragons inédit, s'y tu met. vois. Ah bah oui, non, mais je pense que tout le monde Ils s'y vont met. sortir un supplément sur un univers de Magic qui est une école de magie, Ah oui, Strixhaven, bah ça voilà. s'appelle en anglais. Donc, Et donc c'était super sympa, et c'est ça qui m'a donné envie. Donc voilà, il y a des petits jeux comme ça que j'utilise. Et on joue avec des démonstrations. Donc là, on a fait une mini campagne Lanfeust. Je sais pas quand on va jouer après, des histoires de mousquetaires, me semble-t-il. Ah oui, j'ai oublié, tiens, tout à l'heure, j'ai masterisé aussi un petit peu les Secrets de la Septième Mer, que j'aimais beaucoup excellent. aussi. Une excellente ambiance, oui. Donc voilà, ouais, non, c'est super sympa. Qui est ressorti d'ailleurs récemment. Qui vient de Enfin, récemment, ressortir, il y a quelques années, mais je me suis pas penché dessus, mais voilà. ils ont changé tout le système. Ah ouais. Ça peut dérouter. Et il y a si tu es bien au courant de la géographie de l'Europe de 16e mer, tu vas être surpris parce qu'il y a un pays en plus. Ah oui. Bon, faut bien garder des surprises. Il a rajouté la Pologne, en fait, John D'accord. Wick. Il s'est dit pourquoi j'ai pas mis la Pologne avant? On en a parlé, c'est chouette, je la rajoute. Pouf. Ah oui, bon, bah, Voilà. pourquoi Et pas, il a hein. développé le monde autour. Donc ça peut être très sympa. Tu as le Nouveau Monde, justement, qui est enfin développé. Et l'Orient aussi, Ah oui. qui a été développé. Donc Qui manquait un peu au départ. C'est vrai ouais, que pour une c'est assez septième mer, chouette. on voyageait pas beaucoup très loin de l'Europe, quoi. Bon, il y avait de quoi faire, ceci dit. Oui, oui, il y avait de quoi s'occuper déjà. Bon, et donc niveau groupe de jeu, tu as l'air très attaché donc au groupe qui s'est formé autour d'Isabelle. Toi, il y a ce groupe de chartistes. Oui, enfin, le Globalement, gros en qui. fait, t'es un rôliste qui a son groupe de joueurs ou ses groupes de joueurs et qui est très très fidèle finalement, très très attaché. Bah oui, finalement, j'ai surtout joué après avec des potes, quoi. Donc Oui. on se retrouve. Effectivement, les groupes changent un peu parce que le groupe avec qui je joue, il y en a certains qui sont des fous furieux, ils sont capables de faire 3 parties dans la semaine. Moi, je peux pas suivre le rythme. Mais donc voilà, c'est des vrais, quoi, des purs et durs.
Ils en ont jamais assez. Mais donc il y a un côté sympa, donc ils sont prêts à tenter plein de trucs. Et là, pendant le confinement et même après, notamment pour tester, j'ai commencé à à masteriser les héritiers qui sont sortis donc, en début d'année de cette année. Voilà, pour tester un peu les scénarios qu'on a proposés et tout ça. Et donc là, on est un peu en pause, mais je pense qu'on va reprendre après. Et ça, c'est cool. Ok, alors on parle de confinement, cinquième vague, et on est sur la cyberconf. Donc, est-ce que tu as fait deux questions. Est-ce que tu as fait du jeu de rôle en ligne pendant le confinement? Et est-ce que tu as utilisé les outils, les nouveaux outils qui sont pas apparus avec le confinement, mais qui ont pris un vent en poupe assez impressionnant, d'une part. Et ma deuxième question, il y a aussi donc tous ces actual plays qui sont apparus. Est-ce que tu t'es intéressé à ces parties de jeux de rôle filmées? Alors pour les actual plays, ça va être rapide. Non, pas du tout. Je trouve que l'idée est super, mais j'ai pas envie de regarder ça en fait. Soit je veux voir une série qui a été bien filmée avec des costumes et tout et des décors, soit je veux jouer. Okay. Mais l'entre-deux m'intéresse pas beaucoup. Mais tu me mets devant, je vais le regarder avec plaisir et tout ça. Mais je pense que je suis pas forcément le bon spectateur pour ça. Mais en tout cas, l'initiative est géniale parce que ça donne envie aux gens de faire du jeu de rôle et tout. Donc ça, c'est pour les jeux de rôle filmés. Alors nous, effectivement, avec le confinement, on a continué à jouer. Alors c'était Zoom ou un truc comme ça. On a joué tout simplement. Et l'autre groupe avec qui j'ai joué, ils m'ont montré. Je suis pas très fort moi sur les supports informatiques, hein, mais on a joué sur c'est Let's Roll, je crois. Let's Roll. Ok. Voilà. Oui, il y en a plein maintenant. Voilà, mais on a utilisé que celui-là. Moi, déjà, il faut que je me familiarise avec ça. Il y a déjà des tonnes de possibilités. Et donc, avec ce groupe-là, eux, ils sont à Marseille et moi, je suis à Paris. Donc, c'était vraiment le seul moyen. Donc, mais c'était l'occasion, donc c'était sympa. On a fait plusieurs mois de parties et je pense qu'on va reprendre après. Là, on est tous un peu trop occupés. Mais... Vraiment, ça a permis à certains groupes qui s'étaient séparés du fait de la vie, en fait, de se regrouper. La motivation du confinement a fait qu'on a envie d'en faire. Et au final, j'ai plusieurs fois l'histoire de groupes séparés aux quatre coins de la France qui jouaient quand ils étaient ados, jeunes adultes, et qui se sont dit merde, on peut jouer à nouveau ensemble, et qui se sont recomposés. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que moi, c'est encore une fois le hasard. C'est des personnes que je connaissais pas du tout. En fait, c'est une collègue de mon épouse. Qui a, je sais plus comment, qui a découvert que j'avais travaillé sur les héritiers, qui a entendu parler des héritiers, et qui a dit « Ah, mais faudrait que ton mari nous fasse jouer et tout. » Je lui ai dit « Ok », et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. C'est pour ça qu'eux sont à Marseille, alors que je crois que j'y suis jamais allé à Marseille. Je suis allé autour, mais dans la ville même, jamais. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à masteriser comme ça. On a joué vraiment que en ligne, et on ne s'est jamais vu en vrai, d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. Donc toi, tu as mené ta partie, tu as masterisé par Zoom, donc, via ce canal-là. Est-ce que tu peux me dire tes sensations, ce que ça a changé, ce que tu en as pensé de moi, je préfère en vrai, hein. Je préfère en vrai quand même, autour de la table, lancer des dés. Par exemple, tu vois, sur Let's Roll, ils te proposent de lancer des dés. Sur le site, moi je fais jamais ça. Je veux avoir mes dés dans la main et tout ça. Et puis après c'est un problème de concentration aussi. On est très sage finalement, je crois, quand on joue en ligne, parce que si on commence à parler tous en même temps, ça devient incompréhensible. On peut pas avoir deux conversations en même temps, alors qu'autour d'une table c'est possible. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui discute avec le MJ et deux autres qui vont discuter dans leur coin sans que ce soit gênant. Alors que si tu fais ça en ligne, tu es obligé d'être quand même beaucoup plus, je te dis, beaucoup plus sage, beaucoup plus respectueux des normes. Donc d'une certaine manière, c'est plus apaisé, mais je trouve que ça manque un tout petit peu de vie. Moi j'aime bien quand c'est un peu le bordel, et on lance une blague en passant. Tu vois, tu peux pas lancer des blagues en passant parce que tu interromps les gens, ça crée un retard dans la réaction et du coup ça embête plutôt qu'autre chose. Alors que dans la réalité, tu peux glisser une petite blague
pendant que quelqu'un parle, ça ne l'arrête pas, il entend la blague, mais il continue sans être vraiment interrompu. Alors, il y a je eu préfère ça. des techniques qui ont été développées. Ah oui, Pour peut-être. ça, il y a des gens qui ont alors utiliser le chat pour Oui. balancer les blagues dans le chat, ça marche bien. Il y a aussi carrément utiliser son téléphone portable, couper son micro et appeler l'autre joueur avec lequel on veut faire du roleplay par téléphone. Ah oui, c'est Carrément, trop, là. alors ça marche mieux dans une partie de jeu de rôle un peu cyberpunk ou Oui, contemporain que dans le médiéval fantastique. Non, c'est désolé, ça. je suis au téléphone avec mon hacker. Ouais, non, je pense qu'il y a plein de Et- techniques, mais bon, moi je préfère quand même en vrai. Et ce qui est génial, c'est que ça permet effectivement de jouer avec des gens qui sont à l'autre bout du pays quand toi tu es à un bout, de continuer à jouer quand on n'a pas le droit de sortir ou tu peux plus rentrer chez toi si tu es sorti après 20 heures. Donc voilà, ouais, c'est super, mais je préfère vraiment en vrai parce que voilà, on mange ensemble, il y a tout c'est ce dans côté les convivial quand même, en on parlant de discute plus avant. en reparlant du confinement, ça a aidé à la santé mentale de mes neveux et nièces. De jouer? Clairement, Ah de bah oui, jouer, de faire du jeu de rôle et de s'évader un peu de chez eux pendant le premier confinement, hein. Quand ça a oui. vraiment été contraint, ça leur a fait de l'évasion et ça leur a fait beaucoup de bien en fait. De C'était toute façon, le jeu, ça fait toujours du bien. Donc, ouais, donc ça c'était chouette. Est-ce que tu aurais des conseils parce que en fait, on est écouté sûrement aussi par des gens qui aimeraient se lancer pour ce qui est d'écrire pour du jeu de rôle oui. ou du roman, l'un ou l'autre. Est-ce que tu aurais des conseils sur comment je me lance pour écrire voilà, je suis fan d'un jeu de rôle, j'ai envie d'écrire des nouvelles ou des romans pour ce jeu dont je ne suis même pas l'auteur. Mhm. Et est-ce que tu aurais des conseils pour ça ou Alors, des conseils, moi je dirais, alors, j'ai tendance à penser, il faut surtout pas commencer en novélisant une partie. D'accord. Je pense que c'est le piège Ça sent absolu. ça sent le vécu. Enfin, Non, c'est vraiment un je l'ai exemple jamais très fait. précis. Je l'ai jamais fait, mais je pense que c'est une erreur terrible parce que quand tu fais les deux, tu te rends compte que l'économie et le rythme n'ont rien à voir dans une partie de jeu de rôle avec un roman. Dans une partie de jeu de rôle, il y a plein de trucs qui vont nous passionner, qui n'ont aucun intérêt dans un roman. Par exemple, on peut passer des heures à gérer notre patrimoine, à établir des relations avec un tel. Si tu fais ça dans un roman, les gens ils vont décrocher parce que ça n'a aucun intérêt. Et à Négocier pour l'inverse, les faire les courses à la taverne. oui, voilà, enfin, t'as plein de trucs qui vont être très drôles parce qu'on est ensemble, qu'on discute, qu'on Ouais. rebondit, qu'on improvise. Dans un roman, ça va être d'un ennui mortel. Donc, je pense qu'il faut éviter ça parce que la plupart d'ailleurs, la plupart des parties mémorables qu'on a faites, c'est très difficile de les raconter à quelqu'un d'autre. Et pour une très bonne raison, Ouais. c'est-à-dire qu'il manque quelque chose, c'est pas un récit, c'est une partie. Mm. Tu as un scénario, mais qui va être complètement transformé. Et, euh, et du coup, donc, je pense qu'il faut, pour s'éviter beaucoup, beaucoup de problèmes, il faut éviter ça, hein, Ok. le plus possible, parce que c'est vraiment c'est se tirer une balle dans le pied dès le début. Parce qu'après, tu vas galérer, ton texte, il va pas être bien du tout, et tu vas Mm. dépenser tellement d'énergie pour lui redonner une forme romanesque que tu vas être dégoûté et qu'il y a des chances que tu arrêtes. Donc, ce que je Ok. conseille vraiment, c'est d'essayer de partir, même en s'inspirant de parties, en disant je ferais bien une scène comme ça. Voilà, on a fait je sais pas, une attaque de château fort qui était géniale. Je garde le même plan, ça pourquoi pas, Mm. mais pas essayer de refaire une partie complète. Moi, je le déconseille fortement. Il y a des gens qui Ok. s'en sortent, hein, je crois que. Et encore, non, c'est plutôt des gens qui écrivent des scénarios au départ, parce qu'il y a Fabien Cerruti Mm. qui a novélisé ses scénarios, mais déjà, Ouais. lui, il a fait brillamment, manifestement, et lui, il avait écrit les scénarios, tu vois, c'est pas une Ouais. partie, enfin, ça fonctionne Jean-Luc différemment. Bizien avait fait ça aussi. Le tout premier scénario du Hurlement existe sous forme de roman, de D'accord. bons romans, mais c'est pas une novelisation de partie, c'est son scénario qu'il a Voilà, c'est transformé ça. en roman et qui est une super inspi d'ailleurs quand on veut faire jouer le scénario puisqu'il rajoute plein de choses forcément Donc et je plein pense que d'idées. voilà, Donc c'est il faut pas raconter une partie, vraiment, il faut éviter cet écueil-là. Il y a toujours des gens qui vont réussir en disant oui, non, tu dis n'importe quoi. Oui, c'est possible, mais franchement, quand tu débutes, faut pas, je pense qu'il faut éviter de faire ça. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Et donc, créer des personnages exprès pour le roman, parce que bah, le roman, il a besoin d'une économie spécifique, comme je le disais, où il faut que les personnages correspondent à l'action qui va être racontée. Mm. Euh, donc voilà, créer des personnages pour le roman, bâtir l'intrigue pour le roman, et après, surtout, sélectionner bien ce dont on veut parler. Parce que le roman sera jamais aussi riche qu'une campagne. Tu vois, tu vas, Ok. euh,
tu ne vas pas pouvoir mettre une quantité énorme d'informations parce que tu vas perdre ton lecteur aussi. Il faut que cette information, elle arrive petit à petit et qu'elle soit motivée par l'action. Donc, si tu as une faction qui apparaît, il faut que tu aies un représentant de cette faction qui a une action et que tu as préparé avant. Tu ne peux pas juste te dire « Ah bah oui, il y a des assassins dans cet univers. Ah bah tiens, en blanc !» Et là, tu fais un énorme paragraphe pour expliquer que sont les assassins dans... Non, ça, c'est une catastrophe. Donc, il faut éviter ça. L'infodump de 20 pages. C'est ça. Il faut dégager, en fait, les espèces de tunnels d'explication pour prendre que les éléments vraiment saillants, simplifiés. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans Néphilim, j'ai enlevé une très, très grosse partie des intrigues ésotériques parce que ça n'a pas sa place. C'est hyper intéressant pour des parties longues, où tu vas découvrir des choses, etc. Mais dans un roman, tu ne peux pas te permettre de ça. Et en plus, tu risques de spoiler, de spoiler des joueurs qui n'ont pas encore découvert ces secrets. Donc, il y a cette idée-là aussi. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième, si à l'inverse, tu veux écrire des scénarios pour un jeu, faut pas l'écrire comme un roman du tout. Il faut éviter ça parce que si tu veux, il vaut mieux vraiment commencer par écrire un scénario, faire jouer les joueurs. Les joueurs, ils vont te donner des idées en plus, parfois qui seront meilleures que les tiennes, et donc que tu pourras éventuellement réutiliser après, et le transformer ensuite en roman, plutôt que l'inverse. Parce que quand tu as écrit un roman, le roman, il a une fin. Il doit se terminer à tel moment, il a une logique, tel personnage doit mourir, tu sais, c'est un peu comme Titanic. Hein. Dans Titanic, voilà, le bateau coule. Le bateau coule, et puis il pourrait tenir tous les deux sur la porte, mais il faut que Jack meure, parce que c'est comme ça depuis le début, c'est prévu. Dans un jeu de rôle, tu ne vas pas supporter ça. Ouais. Dans un jeu de rôle, c'est pas possible. Les joueurs, ils vont faire tout leur possible pour se sauver le gars. Et ben, on raccroche des bouts de porte entre elles et tout, etc. Et le gars, il sera sauvé et les joueurs seront contents. Si tu mets ça dans le roman, je suis pas sûr que ça marche. Et surtout, si toi, tu arrives avec ton idée préconçue en disant il doit mourir à la fin et que les joueurs, c'est pas du tout ce qu'ils veulent, ben, ils vont être déçus et le plaisir ludique sera pas forcément là. Donc, tu auras ôté la gentilité du joueur. En fait. Exactement, il faut respecter ce que veulent les joueurs. On travaille ensemble. C'est pas moi qui impose un scénario. Je propose des situations scénaristiques dont les joueurs vont s'emparer. De temps en temps, je vais réaiguiller et tout, mais le but, c'est vraiment qu'on s'éclate tous ensemble. Donc, écrire un roman à l'avance, comme toi, tu as ta fin dans la tête et que tu as envie que tel personnage, tu l'aimes beaucoup et tout, mais tes joueurs, ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils ont trouvé un PJ que tu as inventé en 2 minutes et tout, et c'est celui-là qui leur plaît et qui vont développer. Mais pourquoi pas? C'est ça qui est magique en jeu de rôle. Mais il ne faut pas que tu arrives avec des idées trop préconçues parce que, voilà, évidemment, un auteur de roman, si tu lui dis on va te changer la fin, il va dire bah non. Donc, voilà, ne prévois pas de fin. Fais un scénario où voilà, c'est des opportunités que tu laisses aux joueurs. Toi, tu vas pouvoir briller à tel moment. Enfin, voilà, t'es un metteur en scène, presque plus qu'un écrivain dans ces cas-là. Est-ce que tu as déjà utilisé des outils du jeu de rôle pour écrire Non, pas vraiment. En fait, ça donne des réflexes. Ça donne des réflexes, je pense, déjà dans la constitution d'un groupe. Alors ça, après, quand tu lis des manuels de scénario, ils te l'expliquent très très bien, où tu vas jouer sur différents archétypes. Mais ça t'aide à faire fonctionner des groupes ensemble qui vont pouvoir faire les imbéciles, interagir, avoir chacun leur spécialité. Donc ça donne ça. Mais non, moi, j'ai pas utilisé vraiment d'éléments de scénario. Après, tu as des trucs narratifs qui peuvent fonctionner dans les deux, des twists, etc. Et j'essaye, moi, dans les scénarios que je fais, de créer des twists un peu. Parce que c'est ce que j'aime. J'aime bien qu'il y ait une surprise, quoi. Qui dit, ah ouais, tu vois, qu'il y ait peut-être juste un élément dont on se souvienne dans le scénario, et puis tout le reste, c'est les joueurs qui le font. Mais toi, tu as prévu ce twist pour que, voilà, je vous ai quand même surpris, je vous ai embarqué dans mon truc, mais le reste, c'est vous. Quoi. Okay. Et quand tu écris, et en tant qu'auteur de roman, est-ce qu'il y a des techniques d'écriture, des techniques narratives que tu as réutilisées quand tu menais ou quand tu écrivais des scénarios à l'envers? Alors maintenant, oui, en fait, j'ai un peu appris mon métier sur le tas, c'est-à-dire que depuis quelques années, j'ai lu beaucoup de manuels de scénario pour avoir une pratique un peu plus consciente de ce que je faisais. Et du coup, maintenant, effectivement, quand je me retrouve à écrire des scénarios, j'y réfléchis beaucoup pour essayer justement de garder un rythme à la partie, mais en même temps, c'est moins important. Je trouve que c'est moins important dans une partie parce que c'est les joueurs qui font le rythme.
c'est les joueurs, et puis si le rythme baisse, c'est le maître de jeu qui va relancer pour qu'ils n'aient pas l'impression de stagner. Donc c'est moins important. Tu peux trouver des trucs pour que ça développe une histoire et tout, mais c'est vraiment c'est l'interaction qui fait tout. Donc tu peux utiliser pour rythmer, pour que après prévoir des trucs, notamment des surprises, c'est-à-dire tu promets quelque chose et les joueurs n'ont pas ce qu'ils veulent, mais ils ont autre chose, par exemple. Sur la campagne sur laquelle on travaille pour les héritiers, la grande campagne de clôture pour ceux qui voudraient aller au bout de l'histoire, on essaye de travailler un petit peu comme ça. Ok. Donc la grande campagne, elle en est où? Elle sort quand? C'est quand le Kickstarter? Alors, où est-ce qu'elle en est? Alors, je ne sais pas s'il y aura un Kickstarter, je ne sais pas du tout. En tout cas, en gros, on s'est mis à travailler tous ensemble. Il y avait l'idée vraiment de faire quelque chose de collectif, hein, notamment en l'absence d'Isabelle. Donc, on s'est dit, on va travailler tous ensemble, notamment parce qu'on n'avait pas travaillé ensemble avant. Il y a beaucoup de gens, on ne se connaissait pas, en gros, avant de se rencontrer à l'enterrement d'Isabelle. Hein, c'est-à-dire que c'est là qu'on s'est dit... Je précise pour ceux qui nous écoutent ne sont pas au courant. Donc Isabelle Perrier est décédée récemment, oui. Assez jeune, et était, donc, on l'a dit plusieurs fois, une des autrices principales des Héritiers. Et donc le groupe qui tournait autour des Héritiers en hommage à poursuivre le travail et à finaliser le jeu qui est sorti il y a en quelle année? Cette année, en début d'année. 2021. En 2021, et elle est décédée en 2017. Et en gros, c'est vraiment à l'enterrement qu'on a croisé des gens dont on connaissait les noms, dont elle nous avait parlé, mais que moi je voyais pour la première fois. Et voilà, donc après quelques minutes pour se... Ah, c'est toi un tel, et tout. En plus, elle utilisait beaucoup de surnoms. Donc il fallait trouver que le chief c'était lui, que enfin, voilà, c'était toujours sympa quand même. Et puis très vite, voilà, après quelques minutes de discussion, évidemment Sébastien Sellerin était là aussi. Sébastien Sellerin est toujours là. Quelque part, il est, voilà, tu sais, c'est comme un ange gardien, tu vois, tu sais qu'il est là. D'ailleurs, il nous entend avec son omniscience. Mais sûrement. C'est pour ça que je ne dis rien de méchant sur Sébastien Sellerin, parce qu'il m'écoute. Il nous écoute tous. Mais en fait, voilà, Sébastien Sellerin était là, et il y avait d'autres auteurs qui travaillent dessus. Il y avait Grégory Lemonnier, il y avait Jawad qui était là aussi, donc l'éditeur du jeu de rôle, et d'autres personnes. Et on a discuté très très vite en se disant qu'est-ce qu'on fait? Et on était tous d'accord. Ça a pris quelques secondes où on a dit on continue, on essaye de mener ça à bout. Et donc on a réussi. Il y a eu effectivement un financement participatif qui a très bien marché par rapport à nos attentes. On a dépassé les 100 000 euros et c'était génial parce que nous, on en attendait à la moitié. Tu vois, en se disant si on a la moitié, ce sera cool. Déjà, on peut éditer. Enfin, donc ça a très bien marché, notamment grâce à la personnalité d'Isabelle qui avait quand même touché pas mal de monde. Et là, l'idée, effectivement, c'est de continuer à faire vivre la gamme. Mais en même temps, dès le début, il y avait cette idée qu'on doit proposer une fin aux joueurs. Il faut qu'ils puissent terminer si jamais, voilà, que ce soit clos, pas dire il y a encore un secret, et puis non, tous les secrets sont donnés. Il y en a suffisamment pour pouvoir jouer des années si on veut. Et cette campagne, elle est là pour, en gros, si à un moment tu veux terminer, tu peux. Ok. Tu peux terminer tout de suite si tu as envie. Donc on va arriver en 1914, on va résoudre le problème. Et l'autre, donc il y avait cette idée-là vraiment de terminer en essayant de donner un peu que ce soit un peu pas en kit, mais que tu puisses changer, tu vois, tu peux faire l'acte 1 de tel scénario à tel moment, puis t'enchaînes avec l'acte 3 de tel autre scénario, et puis tu vas glisser un autre scénario qu'on aura écrit dans un magazine entre deux, tu vois, c'est vraiment fait pour que ce soit adaptable et modulable. Ok. Et l'autre idée, effectivement, c'était de travailler en collectif. Et là, c'est Ismaël qui travaille aussi chez le département des sombres projets, qui est plus sur l'éditorial, qui a insisté là-dessus en disant ce serait bien de travailler un peu comme un pool de scénaristes. Et donc sur cette campagne, c'est moi qui fais le showrunner. Donc j'ai écrit les grandes lignes en reprenant des scénarios qu'Isabelle avait laissés, enfin des synopsis, des idées qu'on avait déjà évoquées en discutant. Mais ensuite, on travaille tous ensemble à chaque fois. On est 5 ou 6, et on va se répartir les scénarios, on discute de toutes les orientations ensemble. Donc c'est un vrai travail collectif, et je suis vraiment très très content de ça. Alors,
c'est un peu plus lent parce que on a chacun nos vies et tout. De temps en temps, il faut battre le rappel pour qu'on se remette tous dessus, mais tout le monde est prêt, tu vois. On a des gens vraiment motivés. Il y avait un problème, moi aussi, que je trouvais, c'était qu'on n'était que des garçons. Parce que c'était Isabelle qui traînait tout ça, mais je me suis dit, mais en fait, c'est quand même dommage qu'on soit qu'entre hommes. Déjà, je pense que c'est pas bon pour l'inventivité et tout, puis même pour la représentativité, c'était problématique, surtout en travaillant sur un univers d'Isabelle, tu vois. Je me dis, c'est pas possible qu'on continue comme ça. J'en ai parlé à Jawad qui m'a dit, mais oui, évidemment, t'as raison, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc on a cherché des scénaristes. On a eu un peu de mal, non pas à en trouver, mais à en trouver qui étaient disponibles pour travailler avec nous, parce qu'elles avaient déjà beaucoup de boulot. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, qui était, en fait, qui a pas beaucoup travaillé, mais qui est fan du jeu, Les Héritiers. D'accord. Et que, justement, via le Discord des Héritiers, c'est Greg qui la connaissait. Et donc, elle nous a rejoints, et maintenant, elle est membre à part entière de l'équipe. Elle va écrire 2 scénarios dans la campagne et tout ça. Et elle a apporté plein de choses. Et donc, ça, c'est chouette, j'en suis très content aussi. Donc, il y a ce côté collectif, un peu inclusif, bon, même si c'est. Voilà, on est très loin de la parité, mais il y a déjà un petit truc. Et c'est chouette. Et voilà, on travaille à l'enthousiasme, au plaisir. On dit, voilà, on pourrait faire ça comme fin et tout. Puis qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais oui, et d'ailleurs, dans tel supplément, j'ai parlé de tel truc, tu pourrais le reprendre. Ah, bah oui, je vais le reprendre. Enfin, tu vois, ça donne une grosse cohésion. Et voilà, je suis très, 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 très content de travailler là-dessus. Ok. Alors, il nous reste 5-6 minutes là pour discuter. Et pour terminer, une fois que cette campagne sera bouclée, est-ce que tu vas continuer à écrire pour le jeu de rôle? Est-ce que tu as l'intention de continuer à travailler dans le milieu ou de proposer de nouvelles choses? Alors oui, alors le jeu de rôle prend beaucoup de temps. Moi, mon travail, c'est plus d'écrire des romans. Ça me demande beaucoup de temps, mais j'aime bien ça aussi parce que finalement, ta satisfaction, elle est plus rapide. Puisque quand je m'y mets tout seul, un roman, en 2 mois maximum, j'ai terminé pour des projets standards, tu vois. Donc assez rapidement, j'ai eu le truc. Le jeu de rôle, ça demande beaucoup plus de temps. Et encore, ça a été rapide là, mais voilà, le retour, et puis on discute beaucoup. Donc c'est chouette de discuter, mais ça me demande plus de temps. Hein, donc, et le rapport financier est inversé aussi, c'est-à-dire. Et voilà, il rapporte beaucoup plus en mais roman. bon, et encore, on a été correctement payé sur les héritiers, mais effectivement, je dois tenir compte de ça aussi, puisque je travaille à temps plein à l'écriture. Mais voilà, ce que j'aimerais faire, c'est déjà boucler cette campagne, qui est un très gros truc pour nous. En effet. Si possible, la sortir l'an prochain, si on peut, mais il faut qu'on le voit. Là, on est en pleine écriture déjà du synopsis pour qu'on se mette d'accord et tout ça. Elle serait sûrement en 2 volets de toute façon. Donc il y a peut-être un volet qui sortirait l'an prochain, en 2022, et un autre peut-être 6 mois après, si tout va bien. Okay. Parce qu'il y aura déjà beaucoup de matos dedans. Il y aura déjà 4 scénarios bien costauds avec du background. Bon. Moi, ce que j'aimerais bien faire après, l'autre idée que j'ai eue, ce serait travailler sur les petits héritiers. Alors ça, c'est complètement, c'est non officiel, c'est-à-dire que, mais j'aimerais bien faire ça, c'est-à-dire comme il y a beaucoup de kits d'initiation, je voudrais me servir des héritiers pour faire de l'initiation, pour avoir de quoi jouer, tu vois, en convention, en une demi-heure, faire un tout petit scénario, avec des règles ultra light, très très simplifiées pour pouvoir y jouer directement. Et y jouer aussi avec des enfants pour leur présenter le jeu de rôle, ou même des gens qui n'ont jamais joué, tu vois, enfin vraiment un truc d'initiation à l'univers et au jeu de rôle. Ça, ce sera peut-être mon prochain truc, il faut voir si ça intéresse tout le monde et tout ça. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'aime. Puis après, on verra. À chaque fois, je dis, bon, là, je vais plus trop faire dessus, mais on me dit, on ferait bien un supplément là-dessus. Ah oui, oui, oui. Et puis bon, je finis par me laisser prendre, mais voilà. Le gros truc, ce serait vraiment c'était sortir le jeu. Ensuite, c'est faire la campagne qui permet de clore, où tu as vraiment une impression d'aboutissement. Et après, il y a d'autres gens qui peuvent se glisser avec d'autres scénarios. Mais là, je te dis, voilà, à peine, j'ai même pas fini l'histoire de la campagne tous ensemble, que je me dis, faudra faire un truc avec les petits héritiers, avec des petits éléments et tout. Donc, je sais pas. Donc, mais pour l'instant, en tout cas, je me vois pas travailler tellement sur un autre jeu de rôle que les héritiers. Mais encore une fois, si on me propose, il y a des chances que je dise oui, parce que les projets sont toujours
voilà, sont toujours intéressants. J'aime bien qu'on m'embarque dans un truc en me disant est-ce que tu as envie de travailler ça cet univers est comme ci, comme ça. Ah ben oui, ça a l'air cool en fait. Allez, je viens. On verra. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Ah, il reste 3 minutes. Ah oui, pardon. 3 minutes. Ah. Ok, je te laisse le faire parce que moi je suis pas bien au courant. On va faire la pub. Donc, effectivement, la Cyberconvention a mis en place un bundle de jeux de rôle que vous pouvez acheter via des liens qui sont un peu partout dans la Cyberconvention et le Discord. C'est en faveur cette année donc de Handicap International, c'est-à-dire que l'argent que vous aurez mis dans le bundle, alors je ne sais plus quelle quantité de jeux il y a, mais il y en a un certain nombre, une cinquantaine. L'argent que vous mettez pour acheter ce bundle, il y a une cinquantaine de jeux, donc va aller à Handicap International. Je ne me rappelle plus le montant l'an dernier, mais ça avait déjà été assez impressionnant. Donc on compte sur votre générosité, et puis vous aurez de quoi faire avec 50 jeux. Je pense qu'on peut faire 6 ou 7 vagues de pandémique facile. J'oubliais un truc sur les héritiers. En fait, j'en ai pas fini avec les héritiers non plus. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien. Donc, j'ai publié le roman Les Héritiers. Je vais le montrer aussi. Toujours, voilà, qui est sorti, qui est un très très gros truc. Donc, écrit il y a 20 ans, retravaillé 15 fois et qui est sorti juste après le jeu de rôle. Et tiens, et 20 ans plus tard, est-ce que tu t'es relu après 20 ans? T'en as pensé quoi? Oh, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai changé beaucoup de choses déjà parce que l'univers du jeu avait changé. Il avait été retravaillé et tout. Oui, au niveau stylistique, j'ai changé pas mal de trucs. En gros, quand je l'ai retravaillé, il faisait à peu près 1 million de signes. J'en ai enlevé 200 000 et j'en ai réécrit 100 000. D'accord. Donc oui, il y a eu beaucoup de travail, mais il se tenait quand même. En fait, je me suis pas dit, oh là, c'est pourri, il faut tout refaire. Je me suis dit, non, il y a vraiment des scènes sympas, mais je vais raccourcir ici. C'était surtout raccourcir certains moments pour que ce soit pas trop long, ni répétitif. Je vais me le procurer, je pense. Moi, oui, je crois. J'ai plus tout. Oui, mais je sais plus ce que c'est. D'accord, bah oui, c'est ça. Je te remercie. Alors, c'est sûr, donc la régie me dit que c'est sur l'altérité, enfin c'est écrire pour les autres, si je me souviens bien le thème, et c'est 14h45, tu me confirmes? Ouais. D'accord, Voilà, la régie donc me confirme. Fabien a un panel où il vous enseignera ses trucs et astuces sur ce sujet. Oui, alors je sais pas trop ce que je vais vous dire de miraculeux, mais alors en tout cas, donc je reviens aux héritiers. L'idée en fait, c'est que donc il y a ce gros volume qui est sorti où j'ai lancé un peu mon personnage qui sert un peu d'introduction à l'univers et donc à ces personnages. Et l'idée, ce serait d'écrire ma propre version de la campagne. En fait, je vais faire mon George Martin, c'est-à-dire qu'il y a le jeu de rôle Les Héritiers avec la campagne, et moi je réécrirai la campagne pour que ça corresponde à mes personnages. Donc on pourra faire les deux sans que ce soit trop spoiler, quoi. Et je voudrais faire enfin que ça fasse une trilogie, je pense, en comptant ce volume-là. Le truc que tu as dit qu'il fallait pas faire plus tôt, donc écrire une partie de jeu de rôle. Exactement. Mais il y en a qui s'en sortent. Mais bon, moi j'ai beaucoup d'expérience maintenant, donc, mais peut-être que je vais me planter. Hein, mais en fait, voilà, avec l'expérience des deux, je sais très bien qu'il y a des éléments dont on discute pour la campagne que je ne vais pas reprendre parce que ça ne tiendra pas, parce que il faut laisser vivre tes personnages et pas les écraser sous 10 000 autres personnages, 10 000 autres factions. Donc en fait, et puis l'idée c'est que ça spoil le moins possible. Donc ce soit une version alternative. En gros, je te dis, c'est un peu comme Game of Thrones où on pourra lire, si un jour il y arrive, les romans de Martin, qui proposeront une fin différente de la série. Alors à mon niveau, hein, mais de proposer un peu la même idée où on peut rajouer la campagne si on veut. D'accord. Et ceux qui l'auront joué pourront lire le roman derrière pour avoir une version alternative. Et ceux qui n'ont pas envie de jouer la campagne, ou qui n'ont pas le temps et tout, pourront lire le roman aussi. Ça, c'est un peu ce que j'aimerais faire aussi. Mais voilà, ça va être du gros volume aussi, donc ça va prendre du temps. Eh ben super, je pense que tu le proposeras, tu reparleras à la Cyberconf 17. Enfin, j'espère moins tard que ça, mais à une prochaine Cyberconf. Merci en tout cas, c'était Merci très beaucoup à chouette de toi, t'entretenir. et merci à la De régie. rien. Merci à notre régie. À bientôt. Salut.
j'arrive plus à retrouver la bonne page. On est à nouveau en ligne. On est à nouveau...